Bonjour à tous. Donc, premièrement, je tenais également à remercier le comité d'organisation de me laisser cette chance de présenter à nouveau mes travaux de thèse que j'ai soutenus en décembre dernier à l'INRA d'Avignon et qui étaient encadrés par Christophe Nguyenté, Véronique Broussol et Thierry Clavel. Donc, ça concernait l'étude du comportement de la bactérie pathogène Bacillus cereus dans des produits alimentaires prêts à l'emploi, tout en tenant compte des conditions physico-chimiques. Donc, premièrement, ma thèse s'inscrivait dans un projet européen qui s'appelait Optifel et qui avait pour objectif de concevoir de nouveaux produits alimentaires, principalement à base de fruits et légumes et destinés spécialement aux personnes âgées. Donc, une étude a été faite auprès de 420 personnes âgées pour déterminer leurs légumes préférentiels et il en est ressorti la carotte. Donc, il était important pour ce projet Optifel, surtout pour ces produits, de vraiment préserver cette qualité nutritionnelle du produit et sensorielle, tout en utilisant du coup un procédé plus doux, tout en assurant vraiment une sécurité microbiologique. Donc je me suis intéressée à cette partie-là. Et on a choisi comme pathogène de référence Bacillus cereus parce qu'il est capable de produire des spores qui sont hautement résistantes à la chaleur et qui représente surtout depuis 2012 la deuxième cause de toxi-infection alimentaire collective. Il a également de grandes capacités d'adaptation. Il est capable de croître en présence et en absence d'oxygène et à des températures allant de 5 à 50 degrés. Les différentes souches de Bacillus cereus sont réparties en 7 groupes phylogénétiques différents. Et dans le groupe 6, certaines s'appellent Bacillus weyhenstephanensis. Ils sont également le pH minimum de croissance est de 4,6. Donc, Bacillus cereus va pouvoir causer 2 types de syndromes. Donc, le premier qu'on appelle le syndrome diarrhéique, qui va être dû à l'ingestion de spores ou de cellules végétatives de Bacillus cereus, qui vont pouvoir germer, croître et produire certains facteurs de virulence au niveau de l'intestin. Et les symptômes vont être de type diarrhéique. Et après, on a le syndrome hémétique, où là, ça va être dû à l'ingestion d'une toxine qui aurait été préalablement produite par la bactérie dans l'aliment, qui va avoir une action également au niveau de l'intestin. Cette toxine est hautement résistante au pH acide et à la chaleur, et elle va causer plus des types de nausées et vomissements, pouvant aller jusqu'au décès. Donc voici les différentes étapes d'un cycle de vie d'un produit alimentaire avec les comportements possibles de Bacillus cereus pendant ces différentes étapes. Donc en première partie, je me suis intéressée à ce risque de croissance de Bacillus cereus pendant le stockage et transport du produit à basse température. Également sa capacité de production de cérulides, parce que si cette toxine est produite pendant ce transport et stockage au froid, un simple réchauffage du plat ne suffira pas à l'éliminer par la suite. Et justement, en parlant de ce réchauffage, savoir si ce réchauffage du plat suffit à éliminer des cellules végétatives de Bacillus cereus qui auraient pu se développer en amont pendant le transport et stockage au froid. Donc, concernant la première partie, nous nous sommes intéressés au comportement de 2 souches psychotolérantes de Bacillus cereus, donc Bacillus weyhenstephanensis KBAB4 et Adria I21, en milieu de laboratoire et en parallèle, du coup, en bouillon de carotte, à des conditions à basse température, en présence ou en absence d'oxygène, et à des pH allant de neutre jusqu'à acide. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats obtenus pour cette souche KBAB4 en milieu de laboratoire. Donc ici, nous pouvons voir par exemple des résultats de croissance de cette souche à 10 degrés, en absence d'oxygène et en présence d'oxygène à différents pH. Pour la présentation de la suite des résultats, quand il y aura croissance, ça sera représenté par un rond qui va tirer sur la couleur rouge, un phénomène de survie plus vers le vert et une décroissance plus vers le bleu. Donc, par exemple, ici, nous pouvons voir les résultats obtenus à 10 degrés et à 8 degrés en présence d'oxygène, en fonction des pH testés, et également ces mêmes résultats en absence d'oxygène. Donc là, par exemple, sur ces graphiques-là, nous pouvons voir que cette souche KBAB4 est capable de croître avec ou sans oxygène, à 10 degrés à un pH de 5,7, et qu'elle est également capable de croître à 8 degrés à un pH de 5,4, mais seulement en présence d'oxygène. Donc ici, nous avons pu mettre en avant que du coup l'absence d'oxygène avec une acidification du milieu, ici le milieu de laboratoire,
à une température inférieure à 8 degrés limite la croissance de souches psychrotolérantes de Bacillus cereus. En bouillon de carotte, nous avons pu observer par contre qu'à 8 degrés en anaérobiose, donc cette souche croît mieux en bouillon de carotte qu'en BHI, qu'en milieu de laboratoire, et que cette croissance à 8 degrés en présence d'oxygène va dépendre du processus de fabrication de ce fameux bouillon de carotte. Donc ici, nous avons pu vraiment voir que les capacités de croissance de Bacillus cereus en milieu de laboratoire ne sont pas toujours similaires à ce qu'on peut observer dans des milieux à base d'aliments. En deuxième partie, donc, nous nous sommes intéressés à cette possible production de cérulides qui, là, va représenter un risque important pour le consommateur parce que, du coup, comme il faut monter jusqu'à 121 degrés pendant 15 minutes pour pouvoir l'éliminer, donc on ne réchauffe jamais nos plats à cette température-là. Donc, dans tous les cas, si elle peut se développer, être produite pendant ce transport et stockage au froid, elle restera jusqu'à l'assiette du consommateur. Donc, nous avons étudié cette production de cérulides par 2 souches psychrotolérantes de Bacillus cereus à des températures allant de 8 jusqu'à 25 degrés et à différentes valeurs de pH. Nous avons pu mettre en avant donc, du coup, que le pH et la température influencent cette production de cérulides. Et à partir d'une étude d'Agatha et al., dans 13 échantillons donc alimentaires qui étaient des sources d'intoxication par cette toxine, les concentrations de cette toxine dans ces aliments allaient de 10 à 1280 nanogrammes par gramme. Donc à 8 et à 10 degrés, nous avons pu observer une concentration inférieure ou égale à 10 nanogrammes par ml. Par contre, à 25 degrés, on avait une concentration de cérulides qui était très importante, donc de 1000 nanogrammes par ml. Par contre, à cette même température, si on abaisse le pH, là, on a une diminution de la production de cérulides. Donc avec ces résultats, nous avons pu mettre en avant vraiment que le risque d'empoisonnement par cette toxine émétique dans des produits qui auraient été bien stockés à une température inférieure à 8 degrés semble quand même très faible. En troisième partie, nous nous sommes donc interrogés si, imaginons que ces Bacillus cereus ont réussi à se développer pendant le transport et stockage au froid, est-ce qu'un simple réchauffage du plat suffit à éliminer les cellules végétatives ? Donc nous savons qu'en maison de retraite, il y a une réglementation qui dit qu'il faut que le produit soit remonté, donc passe de 4 degrés à 63 degrés en moins d'1 heure. Donc nous avons pour ça étudié la thermorésistance, donc des cellules végétatives de Bacillus cereus, donc de 8 souches différentes, 6 psychrotolérantes et en comparaison 2 thermotolérantes. Donc là, vous pouvez voir donc, la diminution de la population en fonction des températures testées. À partir de ça, nous avons déterminé la valeur de delta qui correspond donc au temps nécessaire pour éliminer donc le premier log du FC par ml de la population. Et avec ces deltas, en traçant ce graphique log de delta en fonction des températures testées, on a pu déterminer une valeur de Z qui ici correspond, si on augmente la température de 3,47 degrés, on va diminuer la valeur de delta par 10. Donc, ces études de thermorésistance nous ont permis de voir donc, que le groupe génétique de Bacillus cereus n'influence pas leur sensibilité en fait, à la chaleur et qu'un réchauffement à 53 degrés pendant 3 minutes permet une réduction donc, de 4 logs du FC par ml de souches psychrotolérantes de Bacillus cereus. Donc, nous avons pu voir donc, dans cette première partie qu'en milieu de laboratoire, un packaging sous vide semble prévenir la croissance de souches psychrotolérantes de Bacillus cereus lors d'une réfrigération du produit à une température inférieure à 8 degrés. Par contre, que le comportement de Bacillus cereus en milieu de laboratoire était différent que celui observé en bouillon de carotte. Qu'il est important vraiment de conserver son produit donc, alimentaire à une température inférieure à 8 degrés, parce que ça limite vraiment la possibilité de production de cérulides, et qu'un réchauffement du produit avant sa consommation pourrait du coup éliminer rapidement les cellules végétatives potentiellement présentes de souches psychrotolérantes de Bacillus cereus. Donc cette étude a abouti déjà à 3 articles et dont un qui est toujours en cours.
Et elle a permis de définir du coup les conditions qui limitent le risque représenté par Bacillus cereus dans ces produits Optifel, et ainsi que les conditions donc, qui permettent d'utiliser un process plutôt doux tout en assurant une sécurité microbiologique acceptable pour ces produits. Donc il serait intéressant vraiment d'évaluer aussi également ce risque sur les dernières étapes, qui sont le service et la consommation, mais là c'est plus compliqué parce que ça dépend vraiment des habitudes des consommateurs. Donc merci de votre attention et bon vote.